Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Rigo, take a seat, non? Avant, on respectait Mokili Mobimba, se respecter Nanou. C'est du lingala et j'aime ça. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WSL et aujourd'hui, je suis vraiment honoré de recevoir mon homeboy, rappeur, ghostwriter, punchliner, homme de cœur, master. Merci, monsieur. Mr. Marlboro Light, the best rapper alive, l'homme que l'on nomme Desporucci. Take a seat, Despo, Ego. comment tu vas, mon Le frangin? respect, mon cher frère, je me porte à la perfection et en espérant que tout le monde aussi. Je suis ravi de te recevoir, Je mon suis frérot. très honoré de cette invitation, vraiment. Ça fait longtemps, quand Vraiment. même, tu sais. Vraiment. Mais c'était une question de temps. C'était une question de temps, mon frérot. Absolument. Alors, frangin, la tradition chez WSL veut que tu te présentes en quelques lignes, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, du moins le peu de personnes. Le peu de personnes, oui, il y en a peut-être beaucoup. Moi, je suis Simba Pascal, pour faire court. Je suis africain central et on a beaucoup de prénoms. On va pas tous les citer. Mais c'est moi, j'ai 39 ans. Je rappe depuis 1996. Je suis arrivé en France en 1992, j'avais 10 ans. Et je suis un homme qui me définirait comme étant un amoureux de la vérité et un casse-cou de la vérité. Un amoureux casse-cou de la vérité. Voilà. Ok. Je me définirais comme ça. Très bien. Ah. Là, ce qu'on va faire, Despo, c'est un flashback sur ta vie. Voilà. Moi, je veux que tu nous parles du Congo, RDC, tout en sachant que, si j'ai bien compris, tu as un peu vécu des deux côtés du fleuve. Beaucoup plus au Congo-Brazzaville qu'au Congo-Kinshasa, en fait. Et je suis, disons, l'enfant de deux parents issus du Congo-Kinshasa. Et avec une maman qui avait des affaires au Congo-Brazzaville. Et j'y suis arrivé très, très tôt. Et que c'était une terre, d'après mes souvenirs, à l'époque où, en fait, le franc CFA permettait aux gens de plus s'en sortir que d'autres monnaies. Parce qu'au Congo-Brazzaville, on est au franc CFA. Au Congo-Kinshasa, on était au franc, on était au Likuta, on était à la monnaie de notre cher maréchal Mobutu. Et le franc CFA permettait d'être beaucoup plus, comment t'appelles ça, connecté sur le plan du commerce, du coup. C'est comme un peu le Djoula, le Bambara, avec des gens qui maîtrisent l'arabe aussi pour le commerce. C'était beaucoup plus facile. Et donc, du coup, mes souvenirs les plus vifs, c'est le Congo-Brazzaville. Et voilà, toi, j'ai aussi cru comprendre, c'est même pas j'ai cru comprendre, je sais que tu as grandi dans le matriarcat. Voilà, moi, je voudrais, que tu nous parles justement de cette époque-là où ta mère, finalement, faisait aussi office de père. Non, je dirais pas ça. Ok. Je dirais pas ça du tout parce que, je pense qu'une maman, ça existe pas une maman seule. Parce qu'une maman n'est pas seule, elle a l'enfant avec elle. Tu vois, là. La question de l'union, les enfants, ils n'ont pas leur mot à dire. Nous, on est africains, nous. On parle pas de ça. Tu comprends? On parle pas de ça. Donc, il n'y a pas de papa est parti, maman est seule. On ne parle pas de ça. Ça, c'est ici qu'on se permet de parler de ça. Là-bas, on ne parle pas de ça.
Qui oserait faire ça au bled? Qui a osé faire ça au bled? Sans se manger une pluie de malédictions. Je dirais, moi, que j'ai eu une maman qui a été responsable très tôt. C'est la seule femme de la fratrie. Et c'est celle qui a pris soin de ses grands frères et de ses petits frères. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est le centre de la famille. C'est la maman. Paix à son âme, ma grand-maman, quand elle est partie, Paix à son âme. c'était qui maman dans la famille? C'était la sœur. Maman. Donc moi, je l'ai vue comme ça, une figure maternelle. Non, pas une figure maternelle, ça n'existe pas chez nous. C'est maman. Et il n'y a pas de, tu vas écrire des morceaux Eminem. C'est pas nous, ça. Il y a des gens qui ont pu le faire après, parce que c'est l'influence de ça. Nous, on n'est pas ça. J'ai jamais pu poser des questions là-dessus. Qui fait ça au bled? Ça n'existe pas. Tu vois, donc j'ai une maman qui était un centre de gravité pour toute sa famille, qui était forte, et on parle d'une dame en Afrique centrale dans les années 80 qui était indépendante et qui avait le respect de ses frères. C'est quelque chose. Quand tu parles d'indépendance et gérer des affaires, parce que même dans tes morceaux plus tard, tu disais qu'elle vendait des produits, etc. Elle était littéralement dans son hustle, tu vois. Je pense que c'est pas un hasard. Parce que on est en Afrique. C'est une femme qui vend de l'alcool. Une femme. Censée rester à la maison, faire la vaisselle et fermer sa gueule. Grossi, parce que tout le monde nous a dit que c'était comme ça. Mais c'est pas comme ça, c'est que chacun sa place. Tu vois. C'est comme ça. Si on doit rentrer dans le détail, plus tard, peut-être je pourrais m'exprimer là-dessus. Mais c'était une dame qui a dit: je ne veux pas me faire diriger ma destinée ni la destinée des miens et de mon sang par des incapables, sous prétexte que je les aime. Et ça a donné au ciel l'envie d'aider une dame qui avait envie de mettre sa force au service des siens, qui a beaucoup voyagé. J'en ai parlé dans pas mal de morceaux, d'interviews, que maman bougeait beaucoup. Elle allait en Côte d'Ivoire, elle allait au Sénégal, elle allait en France, en Belgique. Moi, j'étais là avec les tontons qui n'osaient pas me dire: je suis un garçon. Je vais pas dire qui est-ce qui manque dans ma famille, mes frères, ils sont là-bas. Non, on dit pas ça. Eminem, ouais, s'il veut. Et les autres aussi. Nous, on ne parle pas comme ça. Donc, la patronne était une dame qui maîtrisait les mathématiques à la perfection et qui avait envie de faire du business. Donc, c'était une dame qui savait faire de l'argent. On est en Afrique au début des années 80. On ne connaît pas beaucoup on connaît des femmes qui ont fait du business dans les marchés. Qu'est-ce que c'est? C'est du business. Les tantiles qui mettent le bif dans... Avec tout le respect que je leur dois. À mon sens, tu vois, si je dois parler de la liberté de ma maternelle, c'est pas comme je parlerais de la liberté de Simone Veil. Ma maman, c'est mon modèle. Bien. Tu vois, ma maman, c'est mon modèle. Numéro 1, c'est maman. Pour tous mes frères et ma sœur, c'est pareil. Elle est gangsta. Bien. Elle parle gangsta. Ouais, maman, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Un mot, t'envoies un mot, t'es choqué, boum. Tu veux poser des questions, faire l'imbécile, boum. Toi-même, t'es choqué, tu te tais, et après, tu apprends à gérer ta curiosité après. C'est bien, mon frère, non, c'est bien. Mais tu vois le fait que, comme tu l'as dit, elle gérait les affaires, le papa n'était pas présent dans le foyer. Il était présent. Il était présent. Il était présent, mais présent. La présence, qu'est-ce que c'est? C'est être là tous les jours et peut-être faire mal, ça arrive aussi. Tu peux être présent en étant loin, en faisant en sorte que tout se passe bien. Les hommes les plus élevés arrivent à faire ça.
Ça se traduisait par quoi? D'autres sont obligés de rester sur place quand ça ne va pas. Et 3 petits points. Pour tout le respect que je dois à tout le monde, c'est mieux de s'arrêter là parce qu'on parle d'amour, de sang. Et voilà, moi je veux savoir dans quelles circonstances, toi, tu es arrivé en France. Quel a été le premier changement qui t'a marqué quand tu es arrivé ici, sur le territoire français? Je suis arrivé en hiver, mon Renaud. Ouais. Tu vois, c'est clair comme ça, quoi. C'est un autre monde, c'est clair. J'ai jamais vu ça. Je suis arrivé, j'allais passer des camps de vaches et des incous. Et ils allaient jouer au but Chaumont. On était dans le 20e chez notre tantine bien aimée, la patronne un peu de la famille qui était un peu le général de la famille, quoi. J'allais là-bas en vacances, j'adorais aller là-bas, quoi, man. Il y avait la Nintendo. FAB, il en a parlé. Tu vois, il y avait la Nintendo là-bas. Et moi, je viens d'Afrique, je connaissais pas ça. Et j'adorais aller là-bas, tu vois. Je dis, oh, putain, c'est quoi ça? Je crois que c'est ça qui m'a éclaté mes yeux. Je dois mettre j'ai bugué et je voulais beaucoup, tu vois, sans rentrer dans les détails, parce que dire que je n'ai pas eu tous les jouets que je voulais, c'est dire que ma maman ne m'aurait pas élevé correctement. Peut-être qu'elle a jugé qu'il était plus utile d'investir sur autre chose que des jouets. Les jouets, c'est quoi? Ça va se casser, c'est pas... Regarde la vie. Regarde comment maman a fait. C'est ça. C'est pas un jeu. Et très juste. Et voilà, quand tu es arrivé en France, je suppose que tu devais avoir ton accent encore, hein, ton accent prononcé. Comment ça se passait? Je veux tout savoir, moi, dans la cour de récréation, un jeune Renois qui arrive du bled. Là, je te parle des débuts des années 92, où les Renois n'étaient pas forcément à la page. Mais moi, je l'entends pas, l'accent. De quoi ils parlent, les mecs? De quoi ils parlent? L'accent, c'est qui me les rappelle? Des gens qui sont en France depuis plus longtemps que moi, ou des Blancs, ou des Antillais, ou des Rebeux qui sont nés en France, etc. Et tu vois, ça a toujours été une aberration pour moi. Ça veut dire que moi, tout de suite, quand je suis arrivé, j'avais affaire à des gens qui me disaient « T'es pas assez blanc. » Des Noirs, des Arabes et les autres qui me disaient « T'es pas assez blanc. » C'est un peu ça quand on rigole sur ton accent. T'es pas assez blanc, t'es pas assez inter. Depuis tout petit, j'ai toujours trouvé ça comme étant une aberration. Vous pouvez retrouver tous, hein, tu vois, avec les réseaux sociaux et les copains d'avant, etc., des gens avec qui j'étais à l'école primaire, au collège, au lycée, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'étais dehors. Et le despo des morceaux, c'est le despo soft. Ah. Parce que c'est quoi? C'est une chanson enregistrée dans un cadre précis, t'es enfermé, etc. Si j'ai rappé ça, c'est que je suis ça tous les jours, devant des vrais hommes qui peuvent ne pas être d'accord, devant des vraies situations, là où ça peut dégénérer. Et j'ai toujours assumé qui j'étais parce que ça me permet de faire ce qui me permet de continuer à être qui je suis. Comment je pourrais être autre chose que ce que mes parents ont fait de moi? Qu'est-ce que la vie, est-ce que vous autres, chers humains et chers autres interlocuteurs, c'est bien, on fait de ma vie? C'est très bien, mon Renoir, c'est très bien. Et dans tout ça, là, l'ambiance à la maison était laquelle, frérot? À la maison, c'était une famille africaine comme tant d'autres. Ça veut dire avec le fret à gérer pour le bled, les voyages, et le tonton qui arrive et qui a besoin de papier. Non, moi je dirais qu'on a été heureux. Je suis toujours heureux. Et quand je vois mes tuteurs légaux, les gens qui m'ont élevé, je les regarde comme ça, je dis, mais vous aviez 25 ans quand vous m'avez pris sous votre aile, comme si j'étais votre enfant. Quel jeune de quartier fait ça aujourd'hui? Qui récupère un cousin qui a envie qui a des rêves d'Europe, ou juste maman a dit, ouais, occupez-vous de votre frère, qui récupère ça. Des gens, des fois, qui vivent en ménage.
qui récupère un cousin. C'est même pas un frère direct, parce qu'après, le frère direct, il peut être jaloux, le truc, le machin, pour donner une chance. Donc là, tu étais chez la tante. Non, je suis arrivé chez mon tuteur légal. D'accord. Ok. On va dire ça comme ça. D'accord. Et tu sais, nous, on a reçu H. Magnum, au passage, que je salue. Mais respect à lui aussi. Et qui nous disait que lui, voilà, sa mère avait refait sa vie et il a vécu sous la houlette du beau-père également, mais le beau-père qu'il a considéré comme un fils. Toi, je sais que tu as vécu aussi avec ton beau-père. Et quand je regardais certains lives à toi, tu disais que parfois, tu avais pris des tartes comme pas possible parce que il supportait pas que tu le regardais droit dans les yeux. Non, c'est pas mon beau-père. D'accord. Ah non, c'est le padré. Ok. Ah, Ok. Bah, c'est le padré. D'accord. Bah, de quoi est-ce qu'il faut... C'est l'éducation d'un Africain avec son fils. C'est-à-dire que le fiston n'est pas une guimauve. Et que bon, quand il va grandir, tu vois, tout le monde dit, ouais, les Renois, vous avez des muscles. Quand il va grandir, il va vouloir tenir un peu debout et essayer de dire à tout le monde. Et au bout d'un moment, bah, le grand frère, le grand cousin et le papa, il va te tirer les oreilles pour t'apprendre comment ça. C'est tout. Parce que bon, écoute, moi, selon moi, quand tu frustres trop un enfant, que tu l'empêches de l'exprimer, tu peux en faire un monstre comme une baltringue. Parce que bah, il se situe où? Dehors, il fait comment? Puisque à la maison, il est tout le temps écrasé et tout le monde est... Dehors, il fait comment? Ou alors, il va pas avoir les bons réflexes, ou alors, il va devenir haineux. Parce qu'à la maison, il peut pas toucher, frapper, etc. Dehors, bah, il va relâcher la frustration qu'il a ressentie là où il est censé recevoir, percevoir et bénéficier du plus d'amour possible. Bien sûr. Et on vit ça pas parce que les parents africains sont monstrueux, c'est parce que ils sont eux aussi, eux surtout, parce que c'est eux qui nous élèvent, exposés à des injustices dégueulasses. Tu vois, maman qui doit travailler là-bas, papa qui doit travailler là-bas, et l'enfant pendant 8 heures de temps, là, au milieu, avec 15 professeurs qui lui crient dessus, qui l'envoient en permanence, etc., etc. Quand est-ce que ça fait une famille équilibrée? Non, ça fait une famille équilibrée parce que nos parents savent comment gérer ça. Parce que s'ils font pas ça, tu n'envoies pas tes enfants à l'école, ils t'envoient en prison. Pendant 8 heures de temps. Le papa à droite, maman à gauche. C'est quelle famille? Est-ce que c'est la faute du papa, la faute de la maman, qui, à bout d'un moment, quand il voit que c'est un peu chaud de l'autre côté, elle dit « Je vais trouver un travail aussi ?» pour rejoindre les deux bouts. C'est pas forcément la femme qui veut s'émanciper, c'est que dit « Je vais pas rester là à faire juste à manger, c'est chaud, on y va. » Mais, à la finale, qui est-ce qui doit en parler? C'est nous. On regarde, on dit c'est la destruction de ce qu'est le concept de famille. D'accord. Et je voulais en venir au rap cette fois-ci. Voilà, le jeune Renois du 9-3, à quel moment s'est exercé dans cette discipline-là, qu'est le rap? Le rap... Généralement, tu sais, les gens nous disent tout le temps « Ah, j'ai commencé parce que mon grand frère écrivait, ou des mecs du quartier écrivaient. » Toi, c'était quoi le cursus, toi? Je comprenais rien au rap. Moi, au choix, je suis Zaïrois, c'est la guitare, Werason, Kofi Olomide. Ouais. Je dis, c'est quoi ces macaques là? On est en quelle année? Là, on est... quand mes cousins, ils commencent à écouter... Attends, ils écoutent du NTM et le premier rappeur... Non, les deux, je vais dire que c'était dans la même zone, dans la même période. Les deux premiers rappeurs français, on va dire, sur qui j'ai été le plus réceptif, c'était MC Solar et Alliance Ethnique. Ok. Bah parce que c'est pas je suis Aérois, je vais me la ramener, nous les Aérois, nanana, c'est que en fait on plaide, nous c'est la guitare, la vraie batterie jouée par des vrais gens, c'est que tu écoutes la musique. Le rap au début c'était des samples, donc ça veut dire très peu de musicalité au début. Il y avait très rarement des samples qui pouvaient rester très longtemps parce qu'il fallait des droits et les gens ils avaient appris à découper les trucs pour ne pas avoir à payer les droits. Donc, il y avait très, très peu de musicalité. Et moi,
moi, je crois que je me suis intéressé au rap par l'intermédiaire de la dance. Oh. Ouais. Dr Alban, et etc. C'était quoi? C'était les singles de rappeurs avant l'heure. Il rappait, Dr Alban. C'est du rap. To Unlimited. Il rappelle, les gars. Tu vois, moi, je dirais que le rap m'a intéressé comme ça. Et après, tu vois, j'ai parlé avec des gens qui connaissaient vraiment le rap. J'ai dit, ça, il m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ça le rap, tu vois. Il dit, viens avec moi, je vais te faire écouter un frérot, DJ Verdi, qui était au bout de ma rue, qui m'a fait découvrir le rap. Aussi le 2006. L'Invincible Armada. L432. Ok. Comment t'appelles ça? Ni barreau, ni barrière, ni frontière. Bah ouais, tu vois. Ouais, d'accord, parce que entre-temps, bah, j'ai grandi et que je suis en train de m'affirmer en tant qu'adolescent, futur homme, on va dire. Et que ce que je vis dans le ghetto, les embrouilles, la police, et le truc, les machins de quartier, et l'autre, la cité, et le truc, et le machin, ça me dirige vers l'envie de savoir ce que pensent d'autres gars, d'autres quartiers, de ce que je suis en train de vivre, comment c'est chez eux, est-ce que c'est pareil, est-ce que ces trucs, ces machins, bah dans mon rap, moi, c'était ça. Et en fait, j'ai pas été dit... Je voulais pas rapper, moi, en fait. C'était des potos qui m'ont forcé à rapper. Des gars avec qui je traînais, on jouait à la console, PES, machin, tu vois. Et non, à l'époque, ça s'appelait International Superstar Soccer. Tu vois. Le premier, là, en 98, qui a fait le truc avec Ronaldo qui fonçait, on dirait une Audi, comme ça, tu vois. Tu vois, et bah, c'était un frérot à moi avec qui je jouais beaucoup au basket et il taguait, il rappait, il avait un groupe avec un autre frérot aussi, et on se voyait souvent, on jouait à la console, on écoutait du son, on découvrait des nouveaux albums qui sortaient, l'Oxmo Puccino, le NTM, l'album bleu là, le dernier, hein, pour nous, les Oxy, les trucs, Bustaflex, on kiffait la musique ensemble et tout, et eux, ils rappaient déjà, eux. Et ils m'ont fait essayer 2-3 trucs et tout, et ils trouvaient que j'avais une voix et tout, et ils m'ont quasiment saoulé pour que je rappe, quoi. C'est Don Nixon et Auster, un gars du 19. Don Nixon, c'est un gars c'est un gars de Pavillon sous bois, Livry-Gargan. C'est des taggers, ils graffaient aussi et tout ça. Et ils voulaient former un espèce de crew comme ça au bout d'un moment, et avec les gens avec qui ils traînaient, en fait. C'est ça qui était un saint, en fait. Ça veut dire que bon, bah, toi, t'as une petite voix, tu veux pas essayer de chanter, et c'est eux qui m'ont mis le prix à l'étrier. Ok. Ouais. Et on est en quelle année à ce moment-là? Là, eux, c'est quoi? C'est 96, 97. Ok, d'accord. Le jeune Roots, alors. Ouais. Ok. Et moi... franchement, je vais te donner un dossier, dis-moi. Rigoler sur moi si vous voulez. Le premier Blaze, je crois que c'est même pas Desporos, hein, c'était Z que Blaze, ma crème. tu vois, fallait trouver quelque chose pour pouvoir exercer, tu vois. Ouais, mais c'est bien. Mais il passe bien, cette queue-là. Cette queue-là, bon, je l'ai pas gardé, bon, je sais pas. Mais... Ouais. Mais voilà, toi, t'étais en train de te faire, t'étais dans ton grind, c'est un terme qui revient fréquemment ici. Moi, je veux savoir comment et dans quelles circonstances, toi, t'as rencontré Cooks. Cooks, c'est lié à mes débuts. D'accord. Déjà, d'où il provient, le frère? Bah, c'est lié à mes débuts. Ça veut dire que moi, mes premiers morceaux, je les enregistre dans le 92 à Roy-Malmaison, à La Fouilleuse, avec mon cher grand frère qui nous a quittés il y a quelques temps, Jean-Yves des Black Dragons. Paix à son âme. Paix à son âme. Et c'est lui qui m'a fait enregistrer mes premières chansons. Et j'ai rencontré les jeunes de son quartier le soir, tu sais, du passage à l'an 2000. Avec la tempête et tout est cassé, on s'embrouille avec eux, et après finalement on finit dans le resto ensemble. Et après, j'étais avec un acolyte à moi, mon frère d'armes, Anansi, de Bondy, de Babeux, Blanqui. Et
Ils nous ont rencardés en nous disant que dans leur quartier, ils avaient la possibilité d'enregistrer et qu'il fallait au moins passer, etc. Nous, tu vois, on se cherchait, on savait. À l'époque, c'était chaud. Hein. Il n'y avait pas YouTube. Aujourd'hui, tu rappes et tu postes comme ça. Hein. À l'époque, il fallait trouver des plans pour rapper sur des mixtapes, pardon. Il fallait trouver, fallait se débrouiller, il fallait se faire connaître à l'époque. Parce que YouTube étant inexistant, Internet étant inexistant, tu arrives comme moi en radio. Tu n'étais pas connu. Il fallait démarcher. Il y a des gens qui envoyaient des courriers à des rédactions avec leur CD dedans. Et ils n'ont jamais reçu de réponse. Et quand ils ont percé, après, ils ont une rocker, un truc, un machin. Mais c'est le jeu. La célébrité ou la visibilité, c'est lié d'une certaine manière soit à tes performances, soit à ce que tu veux faire de ton art ou de ton business, tel qu'il soit. Je pense. Et tu fais des choix, des fois, qui sont... Non, je pense que les vrais hommes, moi, ils font toujours des choix qui sont en accord avec leur vision de la justesse. Pas ce que les gens pensent. Et entre vous deux, le feeling est bien passé directement? Cox, comment est-ce que il m'est présenté? C'est que je vais justement dans le 92 et le ciel m'a donné la possibilité ou je sais pas un talent, un don qui fait que il y avait des gens réceptifs à mes premières chansons, le couplet, le premier morceau. Et il y a des gens qui se sont déplacés pour essayer de savoir qui était le jeune, etc., etc. Oh. Et là-dedans, il y avait un ami d'enfance à Cox, Rocket. Et c'est Rocket qui a fait la connexion avec Cox. Donc, Kamikaze Babies, que je dis dans Arrêtez, c'est le label de Rocket qui m'a présenté à Cox. Et Cox, c'est Soldat sans grade. Mais avant Soldat sans grade, je dirais ça comme ça, par respect pour les gens avec qui il a travaillé avant. Avant Soldat sans grade, c'est Hématome Concept. MacGregor, Tyran, et un frérot qui s'appelait Cédric, et un autre qui s'appelait Najib, qui ont monté Hématome Concept. Et moi, j'ai appris là-dedans. Tu vois, donc Cox, en fait, c'était une suite logique parce que j'ai appris ce que c'est, tu vois, ce qui signifiait déjà le mot rap game à côté de lui, tu vois. Je sais pas si je peux en parler ou pas, mais Rocket, en fait, c'est quelqu'un qui n'avait plus forcément envie de rapper, mais qui avait une vision, en fait, du côté vendable de la musique urbaine. Ok. Et moi, je l'ai connu comment c'est que Jean-Yves m'a parlé de lui, et quand je passais voir Jean-Yves, je le voyais des fois, là, le gars, il me disait, tiens, regarde, il a fait une mixtape, ce gars, c'est un ouf. La cover, c'était un truc un peu olé olé avec des nanas, tout ça. Et à l'intérieur, il vendait une mixtape cassette avec un préservatif offert dedans. Ça veut dire que on peut critiquer par rapport à la pudeur, à la morale, etc. C'était quelqu'un qui se demandait comment diriger les gens vers la consommation d'un rap. Les booster à vouloir essayer. Tu vois. Et c'est comme ça que j'ai vu que ça pouvait être quelqu'un qui était préparé pour vendre un produit. Ok. Parce que moi, je suis humain. Je suis en sang, je suis en esprit, je suis en réflexion, en inspiration. Dieu merci. Mais quand tu fais le CD, là, c'est un boîtier, c'est un code barre, c'est un produit. Moi, je sais comment chanter, faire un produit fini. Il y a des gens qui savent le vendre mieux que moi. Et j'ai travaillé avec Rocket et Cox pour ça. Parce que, ouais, aujourd'hui, je peux dire que c'est des bêtes de gars. Je peux dire que Cox, c'est le grand frère de la street que je n'ai jamais vu. Mais à l'époque, je voyais des vrais gars, mais je voyais surtout aussi qui est-ce qui peut m'aider à passer à un échelon supérieur. Quel rappeur va nier ça en disant juste c'est juste la famille. T'as besoin de pouvoir avoir le feat avec lui,
voir le truc, le contact du gars, le truc de machin. T'as besoin de ça. Et généralement, quand l'artiste prend de la valeur, il y a un conflit d'intérêts. Parce qu'il y a le gars qui a donné son sang, son argent et son esprit et son truc. Il s'est embrouillé avec les gens qui lui disaient « Mets ton argent autre part, t'es un ouf, etc. » qui a tout donné. Et quand ça commence à peine à payer, bah, l'artiste est sollicité de partout. Il y a plein de gens qui veulent le racheter. Plein de gens qui veulent machin truc. Et voilà. Dans combien de cas est-ce que les gars restent avec les gens du début? Combien de cas? Et voilà, Soldat sans grade, encore une fois. Soldat sans grade, c'est Despo. Despo, c'est Soldat sans grade. Soldat sans grade, c'est Despo. Cook, à un moment donné, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est un coproducteur de Tandem. De Cascami. On parle de McTayer, on parle de McGregor, on parle de... Tu vois, la fierté du 93 dans les années 2000. Bien sûr. Eh oui, monsieur. Bien sûr. On parle de ça et c'est un coproducteur de tout ce que ça représente qui a dit il y a un petit Blackos là, Pavillon Sous-Bois qui habite dans le 19e, il rappe, il maîtrise pas encore ces trucs, mais je suis sûr que quand il va le maîtriser, il va faire mal. Un jour, il m'a dit ça en studio. Tu vois, comment t'appelles ça, l'interne, ce que les gens ne savent pas. Tu vois, quand les morceaux de Booba, ils explosent, les morceaux de T-Pain, et de Akon, et de 50 Cent, et de Rof, et de tout le monde, c'est qu'il y avait un poteau à côté. Il lui a dit, frérot, moi, je te change ça. Fais plutôt comme ça, comme t'avais rappé et tout, quand on était à la caisse et tout, fais comme ça. Exact. Les hommes de l'ombre. Et Coco, c'est pas un homme de l'ombre, pour moi. C'est mon producteur. C'est ça de la sangrade, c'est lui, tu vois. Mais il a toujours fait en sorte de ne pas apparaître sur les photos. Il a toujours fait en sorte de ne pas paraître à mes yeux comme étant un producteur, mais comme un guerrier. Wesh, on a un projet, il faut au bout. Tu vois ce que je veux dire? On a été au bout comme ça. Jusque là où, en fait, ce qu'on appelle, entre guillemets, l'appel du succès, ou le succès, ou l'argent dans le show business mène vers là où, ouais, mais toi, t'as ça, et moi, et truc, et machin. Qui est-ce qui amène ça, si ce n'est l'extérieur? Parce que les deux Blackos, man, on a secoué le rap game, man. On n'avait même pas de locaux. On lui a secoué ça. Hein, pour rester poli, et on a ramené des gens sérieux dans l'industrie aussi. On a ramené, tu vois, sans manquer de respect à quiconque, parce que tout le monde mérite ses honneurs. FAB mérite ses honneurs. On va y venir. Chris Macari mérite ses honneurs. On va y venir. Dossé mérite ses honneurs. Caris mérite ses honneurs. Tous les Niro, les gens avec qui j'ai travaillé, dont j'ai pu parler avant qu'ils soient on va dire official, c'est des gens qui méritent leurs honneurs. Ça veut dire que jamais un mec comme moi, on parle d'eux si c'est pas des gens efficaces qui nous rendent honneur quand ils prennent le micro. Voilà. Merci pour Ma ces mots, perception frère. des choses. Mais, frérot, voilà, avec Coke, Soldat sans grade, encore une fois, c'est une période où moi j'entendais votre nom, parce que moi, encore une fois, je suis un bousillé, j'aime bien regarder les Young Gunners. Je dis Young Gunner, mais t'es plus âgé que moi. Mais tu m'as compris, frérot. Ouais, j'aime bien regarder les gens qui viennent du cru et tout. Là, les challengers. Exactement. Là, on voit ton nom qui est en train de tourner un petit peu partout. On te voit 2006 avec le morceau Arrêté. Tu sais, généralement, la carte de visite, là, faut pas la louper. Et toi, dans le jeu de flèche, t'as touché la cible rouge, frère. Moi, parle-nous, s'il te plaît, de ce concept-là, comment l'idée t'est venue, parce que clairement, c'est un morceau qui, jusqu'aujourd'hui, fait office de classique. Je dirais que, comme tous mes morceaux, Arrêté, ça m'a été inspiré par quelque chose que je vivais à l'instant. C'est quoi? C'est un morceau qui a été écrit en 2005. T'as vu ce qu'on vivait en 2005? Bien sûr. On était en tolérance zéro. On y était. Qui n'a pas craqué? Aujourd'hui, il y a des contrôles au faciès.
il y a des contrôles abusifs. Mais à l'époque, imagine, remémorons-nous du truc, c'était invivable. Et puis, c'est une période comme par hasard. Enfin, je dirais qu'il n'y a pas d'hasard. Mais je viens à peine de sortir de ma scolarité, où je dois me chercher en tant qu'homme. Pas par rapport à la rue, les gens, mes fréquentations et le rap, etc. Mais c'est que, écoute, je suis dans le domicile familial, où tu travailles et tu dégages. Pour tout le monde, c'est pareil, au bout d'un moment. Et tu assumes et tu assumeras toujours là où tu vis. C'est pas toi qui as décidé, c'est les parents. Tu respectes, tu baisses ta tête et tu dis merci à Dieu qu'on ait du riz ici et qu'il y ait de l'électricité et qu'il y ait de l'eau et que les cousins peuvent venir, on peut danser, manger des beignets, du poulet. C'est comme ça qu'on voit les choses. Le rap, je pense, moi, personnellement, sans vouloir manquer de respect à tous les gens qui commentent ça, j'ai l'impression que c'est devenu le moyen de nous manquer de respect à nous-mêmes encore plus. C'est-à-dire? Le rap et les sujets des gens très peu sérieux, dont tu ne fais absolument pas partie, bien sûr, c'est devenu aujourd'hui ce qui dessert parmi les choses qui desserrent le plus nos causes. Parce qu'il est question de violence, il est question d'irrespect, il est question de non-respect du droit d'aînesse, il est question de l'Afrique, on s'en fout, nous on veut des Lové, Puff Daddy, Jennifer Lopez, il est question en fait de la destruction de tout ce pourquoi en fait on est ici. Donc après, voilà, c'est pour ça que moi, t'as vu, je suis déjà résigné depuis très très longtemps par rapport à cette question. Ça veut dire que j'ai un cœur. Tout le monde en a un, il bat sous le pectoral gauche. Il y a des gens qui décident de l'écouter, il y a des gens qui ne savent pas comment interpréter ces battements. Moi, je suis persuadé de les comprendre, les miens. Et je suis persuadé d'être en accord avec eux parce que je dors bien. Et pour rebondir sur le morceau, voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu avais visé juste, vous avez visé juste parce que tu n'étais pas tout seul encore une fois. Moi, je veux savoir quels ont été les retours. Mon gars, tu passes d'inconnu à « Oh, c'est pas toi qui truc !» J'ai rappé avant, j'ai posé sur des mixtapes et tout, mais là, c'est Coke, c'est moi, quoi. Ça veut dire qu'à deux, on représentait un label avec Anne-Sophie et l'imprimeuse et le truc qui envoie là-bas et la grosse tête qui va demander des comptes. Pourquoi t'as enlevé la guitare? Tu vois, à deux, on était ça. À deux, on était ça. Parce que je pense qu'on a limité le nombre d'intervenants, déjà, pour commencer. Et qu'on se parlait comme un grand frère. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui a, sur la question de Desporoti, plus perdu d'argent qu'il en a gagné. Oh. Et c'est toujours comme ça pour tous les gens qui travaillent sur des projets à moyen, long terme d'avenir. C'est que dès que ça commence à prendre de la valeur, ça attire des gens qui arrivent au moment où la synergie des deux gars est en train de payer. C'est comme ça. Mais, frérot, est-ce que toi, à un moment donné, ta tête, elle n'a pas chauffé avec toutes ces sollicitations? Déjà, est-ce que pendant toute cette période-là, tu gagnais bien ta vie? Ou du moins, tu gagnais ta vie? J'ai jamais été hypocrite avec ça. J'ai pas fait de single. Comment tu veux que j'achète un yacht et une Ferrari? Gagner. Mais oui, c'est ça, vraiment. Ma génération, c'est quoi? Les gens qui ont réussi à se placer, c'est des gens qui ont pas fait des albums commerciaux, hein, non? Des gens qui avaient une science du single. Je l'avais pas, moi. T'as pas la science du single dans les années 2006 jusqu'à aujourd'hui. Tu fais carrière dans les charts. Qui fait ça? Personne. En tout cas, pas à l'époque. Aujourd'hui, les mecs, ils peuvent rapper ça, faire des doubles, des platines et des trucs et des machins. À l'époque, il fallait avoir une science du single.
Fallait que tu sois en mesure de ramener soit une Asia, soit quelqu'un pour te permettre de passer en radio. C'est que t'as Blue Line, non? Tu es informé de Bien ça. sûr. Faut pas être hypocrite avec ça. Et selon moi, hein, cette perception des choses, beaucoup de gens râlaient par rapport à la radio, à truc machin, c'est des choses généralement, ces injonctions-là, enfin ces exigences-là des radios, ces impératifs-là qu'ils nous donnaient, ça nous a permis de pouvoir faire des morceaux propres. Ça a permis à des grandes personnes de pouvoir faire des morceaux écoutés par les enfants, par les mamans, et est applaudi pour ça. Ils ont dit, ouais, gros mots, censuré, tout, machin, machin. Ils nous ont rendu service. Parce que qu'est-ce qui va ramener l'argent du rap avec nique ta mère et truc et machin, machin, machin? Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à le faire. Mais à l'époque, qui allaient faire ça? Fallait purifier un peu le truc. Excuse-moi de t'interrompre, mon frérot. Bien sûr. Tu sais, et encore une fois, ça n'engage que moi, entre 2006 et 2010, tu étais injouable. C'est un honneur, merci beaucoup, monsieur. Tu étais injouable, frère. Merci beaucoup, monsieur. Ça veut dire, quand on t'appelait sur un featuring, il fallait attacher sa ceinture. Je savais me défendre, c'est vrai. Tu vois, il fallait attacher sa ceinture. Tu vois, aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, voilà, t'as pas fait de single, etc. Mais toutes ces apparitions se monnaient. Non. Pas du tout. Bah, il y avait par moments, sans vouloir manquer de respect à mon entourage de l'époque, hein, mon entourage professionnel, qui était bien plus que simplement professionnel, une incompréhension de mon amour, du partage, du kiff de la musique. Dis-moi tout. Bah, ça veut dire que quand j'étais invité par quelqu'un, je me voyais mal lui dire je peux pas. Surtout une personne douce que j'apprécie, que j'écoutais, je suis désolé. Ça ne va pas sortir sûrement, on va recommencer. Mais tu vois, j'ai jamais réussi à refuser un featuring avec une personne que j'appréciais. Et bah, c'était pas dans les intérêts de ma production, moi. C'est pas dans les intérêts de ma production et ça veut dire que peut-être, bon, j'ai toujours été nul en maths, moi. Je suis un mauvais calculateur. Je calcule pas. Je suis un homme de conviction, par contre. Quand je dis, je suis ça, je représente ça, je peux le faire en rappant, je peux le faire autrement, dans des lives, je peux le faire dans des livres, je peux le faire dehors, dans la vraie vie, de tous les jours. Où on n'a pas eu le temps de mettre un filtre sur la pochette et moi de me mettre une nouvelle veste et tout. Bien que ça peut être mieux, ça peut peut-être, tu vois, plus servir à l'intérêt du projet. Mais moi, tu vois, à l'époque où tu vois les gros clips de Chris Macari, j'y allais habillé comme j'étais habillé, tu vois, le matin même. Hein, tu vois, quand j'avais le truc à faire. Ah tiens, toi, t'es en retard, t'es où? Va, Coco de Spi, il arrive, tu vois, bam, bam, viens, on y va. Ah, mais je suis pas prêt. On y va. T'avais qu'à... On y va comme ça. Je suis pas mannequin, moi. Tu vois, j'ai un problème avec ça, avec les gens dehors. Ouais, viens, on fait un snap, on fait une photo, on fait un truc. Je dis, ma gueule, moi, je suis un rappeur, je suis pas mannequin, moi. J'ai pas envie. Tu vois, j'ai pas envie d'atterrir là-bas. Et c'est pas pour te manquer de respect ou pour faire la resta. Le truc, c'est que moi, en fait, c'est pas moi, ça. Mais si je peux poursuivre ce que je te disais, frérot, c'est que, voilà, encore une fois, tu me disais que tu n'avais pas cette notion, ou du moins tu avais du mal à réclamer tes deniers, à demander des deniers, pardon. J'ai pas conclu avec Cox, c'est que Arrêter et Cox, c'est une histoire d'OG, mec. Ça veut dire que nous avions d'autres possibilités qu'au style 2006. Lesquelles? Il y en avait. Pour faire atterrir, pas simplement Arrêter, mais il y avait aussi un morceau qui est nommé 3 millions aujourd'hui, mais son vrai nom, c'est Self-Défense. Beaucoup de gens en parlent. Je suis trop rancunier, je viens d'un bled. Bien sûr. Ils connaissent ce morceau. On a eu quelques propositions pour faire atterrir ces morceaux-là quelque part, et il y a plusieurs personnes qui étaient chauds. Mais aujourd'hui, il y a prescription. Donc, tu veux des noms? S'il te plaît. Marc de Bomb Attack, qui est un ami de Rocket. OK. Et qui a été à un moment dans la synergie pour essayer de donner une chance à ce projet de Desport aussi. Et
Bah, c'était Marc et Rocket. Et d'un côté, Coco et Rocket. Oh. Et pas Despo au milieu, non. Despo qui fait partie des projets qui sont intéressants pour ces trois personnes. Seulement, bah, Marc de Bomb Attack, c'est quelqu'un dans l'industrie musicale. Quand on appuie sur un bouton, il y a des chances que ça glisse. On a Rocket qui est pas personne non plus, c'est quelqu'un qui est un visionnaire. On ne peut pas dire le contraire aujourd'hui. Et on a Coco qui est quelqu'un qui produit, qui coproduit Tandem. Tu vois, on parle d'un groupe légendaire. On a, voilà ce trio de personnes qui essayent de donner une chance au projet d'Esporotti qui est incertain. Tu vois. Est-ce que quelqu'un va être réceptif à ça? Il a fallu qu'il y ait des gens qui y mettent leur sueur, qui y laissent des euros sans savoir ce que ça allait rapporter demain. Et ces trois personnes en ont fait partie. Tu vois. Marc, il a porté ses couilles, si je peux dire ça comme ça, dans des maisons de disques en disant lui, il va tout défoncer demain. Sur Demolition, Marc de Montbat. On parle du monsieur quand même qui a fait les freestyles Génération avec Lunatic, les Pete Bacardi, Oxmo Puccino, et j'ai la chance d'avoir ça, tu vois, quelqu'un qui tu vas tout défoncer, tu vois, truc. Et bon, bah écoute, à la fin de l'histoire, je dis bon bah Coco et c'est péta pour moi. Je vais avec Coco. C'est l'industrie, le show business un peu. C'est même pas le show business, c'est bon bah qui est qui? Qui a un intérêt dans quoi? Qui est-ce qui est sûr qui va s'y retrouver? À la finale, à la fin de la journée, chacun a fait les choix qui étaient bons pour lui, avant tout. Donc toi, t'as mis l'argent et le succès et un potentiel succès de côté par loyauté. Ce qui est tout à ton honneur, mais non. Tu sais pourquoi je te dis ça? C'est parce que finalement, par rapport à Marc, exactement par rapport à Marc, parce que cette histoire-là, personne n'était au courant. Du moins ceux qui n'étaient pas dans ton cercle restreint. Bah en fait, tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je peux pas voir les choses comme ça parce que Cook, c'était pas simplement un producteur, c'était un grand frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est quelqu'un. Tu vois, quand il sait que tu vois, il te dépose le soir et que t'as pas de cigarette, c'est quelqu'un qui te met $100 dans la poche, tu vois. Quand on est, c'est pas le mode show business avec des signatures partout. Quand on est en mode soldat, on se bagarre. Et ce qu'on dit, il y a personne qui a envie qu'on le dise. Et ouais, que ça va être dur de manger, mec. Ouais. Mais on est des soldats. On le fait. C'est pas pour plaire aux gens, c'est parce que on estime que ça doit être, ce qui est dit doit être dit. Donc, on est dans un mode, on vient pas pour demander l'avis aux gens. Ça veut dire quand il y a la possibilité d'apparaître sur Hostile 2006, c'est que Cox, en grand guerrier qu'il est, dans tout ce qu'il fait, c'est qu'il arrive et il dit, où on est premier single, ou rien du tout. Oh. Et il a discuté comme ça avec les gens, avec sa réactivité, son professionnalisme et sa clarté de chaque instant. Il est arrivé, il est venu me voir, allô, ouais, descends, tout, j'ai un truc à dire, tout, je descends. Il dit, ouais, bon, il y a ça, et truc. Et moi, je leur ai dit, c'est comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je dis, ouais, c'est lourd. Et c'est passé. Et premier single, clip. Man, j'apprends à rapper avec aussi le 96. Je découvre vraiment le rap avec ça. Les vrais savent. Non, ça c'est le 432. Le Crimpé. Le Crimpé. Les sales gosses sont dans la place. Tout ça. Bien sûr. X-Men et Ify, exactement, ouais. Pandelay, Ouais. Stestros. Man, c'est une leçon de rap. Hein. Ces deux compilations-là avec l'Invincible Armada, c'était. Je dirais que l'Invincible Armada, les trucs comme ça, c'était pour les gens qui étaient déjà un peu plus calés rap de russe qui n'existait pas avant.
pour le grand peuple, tu vois, pour le peuple, ça n'existait pas. Donc, ça veut dire des gens comme, des groupes comme Ideal J, des gars comme Storka, les 113 et tout. C'était ce que les gens les appelaient avant l'underground. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tout rappeur qui débute, soit il a envie de finir avec Nagui et Michel Drucker et il va faire des morceaux pour ça, soit il dit je vais faire du rap et si un jour j'arrête, je veux laisser quelque chose de solide. Et c'est ce que je me suis imposé dans mon esprit, que j'en prenne des millions ou pas, en tout cas mon message devra rester intact. Mon envie de le délivrer comme j'ai envie de le délivrer devra rester intact. Parce que bon, bah écoute, on a des collaborateurs, on a des grands frères qui peuvent conseiller. Mais c'est qui l'artiste? Celui qui reçoit l'inspiration du ciel ou de son vécu ou de ses émotions? C'est moi. Et je dois louer le ciel d'avoir été avec des gens qui ont supporté même la controverse de mes prises de position. Qui ont assumé ça. C'est bien que tu lui rendes hommage comme ça. Faut donner du respect à ces gens-là parce que s'ils sont pas là, qu'est-ce qui porte ce message-là au niveau où, à un moment donné, en 2010, les gens ont dit « Ah, franchement, je suis pas d'accord avec tout, mais il est chaud. » C'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait pas de branquignol autour. C'est des vrais gens. Non, mais c'est très bien que tu lui rendes hommage comme tu le fais, que tu lui donnes du love, love qu'il mérite. Mais voilà, pourquoi ça a split finalement? Pourquoi vous vous êtes séparés? Parce que après toutes ces sollicitations, après tout ce que vous avez enduré, etc., t'es toujours resté fidèle à lui. Et puis juste après, chacun a emprunté son chemin. Pourquoi? Je dirais que souvent ce qui détruit... Enfin non, généralement, 90% du temps, voire plus, ce qui détruit une relation dans laquelle les gens se sont mis d'accord, c'est l'extérieur. Et là, on est en train de parler de quoi? Un potentiel, de pouvoir être, gagner ça, et trucs et machin, et plein de gens qui se disent mais attends, ils ont pas de locaux, ils ont pas de trucs, ils arrivent à faire tout ça ensemble. Si nous, on arrive à avoir ça, mettre un peu d'argent, peut-être que je peux racheter, peut-être qu'on peut proposer des trucs. Et une fois, deux fois, d'accord, mais après, avec la pression des maisons de disques qui essaient de racheter, qui peuvent payer des gens pour faire racheter, qui peuvent, du coup, créer des conflits entre deux personnes déterminées à avancer ensemble. Moi, je me rappelle à 2-3 reprises avoir dit à mon producteur, Cox, non, je veux pas de telle proposition parce que moi, je veux, on a commencé ensemble, on finit ensemble. C'est comme ça, on est fait de cette trempe-là, donc ça veut dire que l'argent, c'est quoi? On peut en faire autrement aussi. Tu vois? On n'est pas obligé de lier notre message et notre combat à la rentabilité. Je peux rapper et me débrouiller à côté, de manière à ce que mon message ne soit jamais en fait balafré par mes attentes et mes aspirations pécuniaires. C'est important ça dans ce qu'on appelle le rap quand même, parce que c'est une musique de combat qui défend des parents, qui défend des gens qui viennent de loin, qui défend des communautés de gens spoilés, tués, esclavagisés. C'est pas pour s'amuser à la base. Ouais, un album de rap, selon moi, c'est un album complet. C'est vrai, en fait. Un album de rap est un album vrai. C'est un album... C'est comme si tu passais une journée avec le gars. C'est-à-dire que, bon, bah, il y a des moments bien... Il y a des moments où tu as envie de pleurer. Il y a des moments où il y a des frères qui décèdent. Il y a des moments où ta maman n'est pas contente de ce que tu fais. Il y a des moments où la police est sur tes côtes. Et un album de rap, c'est ça. C'est comment chacun vit ça, en fait. Là, 113, Rolf, Lunatic, Tandem. Comment est-ce que chacun vit la sociabilité, la société? C'est ça. Et pour nous, ça a un sens.
pour des noms, pas des noms, pour des gens qui ont fait une vocation. Ça a un sens. Parce que la rentabilité ne veut pas être, aujourd'hui, on peut parler de rentabilité dans le rap par rapport à ce que, et encore. La rentabilité, c'est quoi? C'est quoi la rentabilité? Michael Jackson a fini ruiné. Quel rappeur va me dire qu'il est rentable? Tu vois? Je pense que, avant tout, non, Michael Jackson, plus que n'importe qui, est un homme de conviction. Parce qu'il a continué après ce qu'ils ont essayé de faire de lui. Après qu'il ait battu des records d'Elvis. Boum, accusation, viol. Enfant, boum, bam, 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 bam. Kobe Bryant, il prend 4 titres, boum, viol. L'autre là-bas, boum, bam, bam. Bon. On va parler de complot généralisé ou peut-être tout simplement, en fait, ils n'ont pas dit un bonjour suffisamment révérentiel à des gens puissants. Ça peut aussi arriver. Hein. Mm-hmm. Tu peux aussi te faire niquer ta vie comme ça. Hein. C'est pas les Illuminati, forcément. C'est une personne qui a des millions et il t'a dit bonjour et tu lui as pas dit un bonjour suffisamment révérentiel et peut niquer ta vie. Mais, et aujourd'hui, c'est quoi la nature de vos relations? De votre relation, même? De ma relation avec Hawk, c'est celle d'un petit frère qui lui sera reconnaissant à vie. C'est celle d'un petit frère aussi qui a la pudeur et la hauteur de se dire qu'il ne peut pas aller toquer à sa porte comme ça. Après avoir abandonné un bateau à un moment important. Parce que, pas la France, l'existence nous dirige non pas vers l'argent, mais ma fille grandit. Ma maman aimerait que je puisse lui acheter une maison. Qu'est-ce que tu fais, mon fils? Ah, je rappe, moi, je suis un soldat. D'accord. La street, elle va dire bien, frère, bien, frère, bien, frère. Quand j'étais en HP, c'était pas là. Et la maman, elle te veut avec une grande maison, un grand pavetard et des enfants qui jouent partout et poser les petits sur les genoux et que tout va bien, personne n'est en manque de rien du tout. C'est ça que ça veut qu'une maman veut. Un grand frère, aimant, bienveillant, un papa, c'est ça que ça veut. Bon, les aspirations du rap, etc., etc. Ouais, est-ce que les gens ils sont contents que tu aies fait un disque d'or et que tu aies raté? Est-ce qu'ils aiment ce morceau ou pas? Nous, on n'a jamais pensé comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour une aseptisation du rap, pour que ce soit une musique consommable, plus qu'une musique de combat. Nous, on l'a fait comme étant une musique de combat, pas une musique de combat. On est des mecs qui ne sont pas à faire, mais mecs, on vivait des trucs relous, et puis il nous fallait des gens pour pouvoir porter ce message-là en dehors de là où on vivait ça. Bien sûr. Et depuis toutes ces années, vous vous êtes vus? Non. Ok. Mais j'ai vu des proches de lui, j'ai travaillé avec des proches de lui aussi, dans un album, double album, devant la sandwicherie, Le Roi des Juifs et Noir et Manché à l'âge. J'ai travaillé avec son ami d'enfance, qui le fréquente toujours, voilà. On s'est passé des commodités via personnes interposées. La vie a fait ce que c'est, et à plusieurs reprises, je vais pas m'éterniser sur les détails, mais c'était quelqu'un qui me disait « Renoir, je vais peut-être devoir vendre le projet d'Espo. » Voilà. Il était déjà plus producteur de Tandem, il était déjà à fond dans Despo, il avait sa vie aussi. Il avait... c'est un soldat, un vrai gars. Tu vois. Tu marches avec cet homme-là, t'as l'impression qu'il va rien t'arriver. Ok. Ah. Ah. Okay. Il fait partie des gens qui ont donné un sens, à mon sens, au mot altruisme. Tu vois? Et donc, oui, qu'on s'était dit, on va au bout ensemble, tu vois, on va un truc, machin.
un projet qui donne envie aux gens de racheter. Envie aux gens de te dire, Despo, moi je peux avoir un plan pour toi, mais dis pas, je peux te faire voir lui, tout, ils ont chaud sur toi. Tout. Une fois, 2 fois, 15 fois, 20 fois. Non, ça va pas fonctionner. Je prends au défi, moi, le rappeur qui va me dire qu'il est resté 8 ans dans un label sans vraiment pas prendre d'oseille, c'est pas vrai. Mon producteur, il attendait pas des contrats pour prendre soin de moi quand j'avais besoin. Il attendait même pas que je le dise. Ça existe encore aujourd'hui des producteurs comme ça? Je sais pas. C'est pas un producteur, pour moi, c'était mon grand frère. Tu vois? Et ben, si tu es avec ton grand frère, ben, tu vois ce que je veux dire? T'as une galère dans la rue, il est là. Il est là. Il va pas regarder sa rentabilité ou quoi. C'est comme ça. C'est... Quelqu'un qui a pu dire, le projet d'Esporucci, ça rapporte ça, ça rapporte ça, ça rapporte ci. Il a dit, quand il a vu que son Renoir a commencé à tergiverser parce que il s'est lui-même retrouvé face à son propre choix. Tu veux faire du rap, tu ne veux faire exclusivement que ça. Et tu as une formule qui n'est pas la plus rentable. Est-ce que tu vas avoir des problèmes d'argent ou pas? Bien sûr que oui. Est-ce que le fait que tu aies un peu du mal à synchroniser ce que tu es dans la vraie vie et ce que les gens attendent de toi ne va pas te faire, à un moment donné, oublier que tu es plus dans un combat artistique, certes, parce que j'ai tué personne, j'ai pas été posé de bombe, j'ai pas été truc, mais j'ai dit non, avec force. Et arrêté et inenregistrable, et tout ce que j'ai fait, c'était ça. Et j'avais quelqu'un qui était d'ailleurs souvent pas d'accord avec certaines prises de position. Et qui se bagarrait avec tout le monde, pour que j'ai le droit de le dire. Et qui se bagarrait avec tout le monde pour qu'il le laisse le produire. En tout cas, frère, j'espère qu'il appréciera tes mots parce que on sait que ces paroles viennent du cœur, frère. Bah, ça vient du cœur et puis bon, bah, tu vois, pas aux yeux du grand public, est-ce qu'on peut appeler ça grand public? Aux yeux du public rap, en tout cas, bah, Desporucci, ça n'arrive pas aux oreilles des gens si il n'y a pas, comment t'appelles ça, l'intervention décisive de Coco. Bah, parce que ça, c'est arrêté. Premier single ou rien. C'est un braco. Bien sûr. C'est un braco. Ça aurait pu ne pas passer. C'est passé parce que, bah, je pense qu'il était sûr de lui. Et je me rappelle d'une discussion avec Benjamin Chilvani dans les locaux d'Hostile. Il disait, c'est un peu chaud quand même, vos trucs là, machin, tout, un peu politisé, tout ça, nanani. On avait Teufa qui disait, ben, on est dans l'ère du hardcore. Ils veulent ça, les gens. C'est pas qu'ils veulent voir de la violence, ils veulent qu'on leur montre le moins possible. Donc les gens, tu vois, avec le temps, ils regardaient plus trop les clips avec les Ferrari et les trucs, les meufs super maquillées, etc. Ils essayaient de voir des trucs avec des vraies scènes de la vraie vie. Des vraies bagarres, des vraies interpellations, des vrais trucs. Le voyeurisme, love story, l'indiscrétion. Et à la finale, tout le contraire de ce que nous sommes, en fait. En tout cas, on espère qu'il appréciera ces paroles, avec frère. Respect, bien sûr. Et tu vois, je vais rebondir sur la période, comme je t'ai dit, 2006-2010, où clairement, tu sais, je vais faire le parallèle avec Wayne, Lil Wayne, qui terrassait tout en featuring, qui terrassait tout sur chaque son. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, finalement, c'était plus ou moins la même chose dans la mesure où à chaque fois qu'on t'appelait, tu marquais le morceau de ton empreinte. Moi, tu sais, toutes les personnes qui t'ont côtoyé à cette période me disent que du bien de toi. Tu sais, on a reçu Chris Macari, que je salue également, qui me disait que vous étiez extrêmement proche à l'époque. Il me disait de toi que tu avais le cœur sur la main, que tu te souciais toujours
du bien-être de ton entourage. Bon, Hein? c'est gentil. Tu vois ce que je veux dire? On a reçu dernièrement Fab, que je salue également, qui avait que de l'amour pour toi. On en parlait en off. Il me disait que tu étais quelqu'un de bon et que tu avais toujours répondu présent à. Béni soit-il. Ouais, ben, c'est très bien. Béni soit-il. Mais comment t'expliques, Frangin, que d'un point de vue extérieur, c'est pas l'image qui est retranscrite? Bah, écoute, il faut aussi jouer avec le jeu de l'exposition, le jeu de la médiatisation. Parce que j'ai pas besoin de faire un morceau pour parler à Fabrice. J'ai besoin de faire un morceau pour dire que je m'en fous de tout ça. Tu vois, c'est ça, homme d'honneur. C'est que je m'en fous de tout ça, les mecs. En fait, je suis pas là-dedans. C'est mon petit frère. Et si on doit parler exposition, c'est quoi? C'est la Saint-Valentin featuring la batte de baseball? Bien sûr. C'est quoi si on est ensemble avec Skyrock? C'est pas le fait de penser différemment ou d'avoir d'autres aspirations que quand on s'est rencontrés qui va te faire dire par des gens qui te tendent des micros qu'est-ce que tu penses de ton grand frère que tu aimes à la folie. Tu es témoin. Bien sûr. Bien sûr. En off. Bien sûr. Il sait qui je suis. Les gens qui me fréquentent, on n'a pas besoin de parler 50 ans. Il sait, Fabrice, il sait. Il sait, tu vois. Et ça veut dire que quand j'ai commencé à regarder l'émission tout à l'heure, j'étais vraiment... je regarde pas la télé, j'ai pas de télé, je regarde très peu Internet. J'essaie de regarder généralement toujours les mêmes choses pour ne pas avoir apporté de jugement négatif sur l'existence et sur ce que les gens ont choisi. Mais j'ai beaucoup apprécié son intervention dans ton émission. Il me paraissait, ouais, comme tu dis, nous donner que de l'amour et avoir un Bien recul. sûr. Bien sûr. Le recul qui est dû à quoi? À l'âge. Eh ouais. J'ai entendu la période, enfin, la réflexion qu'il a reconnue d'ailleurs, comme quoi il était très arrogant avec les gens, fut un temps. On l'a tous eu. Tous les gens qui ont eu un peu de lumière, on a tous eu ce type de... Et ils se la racontent, des trucs et machin. Mais nous, en fait, on n'attend rien des gens. Nous, on veut faire de la zikmu, ou on fait de l'oseille, ou on le fait parce qu'on le kiffe. On attend. Moi, j'attends rien des gens, moi, personnellement. Après, je sais que les gens, ils font peut-être de la musique, ils essaient de modifier les paroles pour plaire aux gens. Moi, je suis despo. J'ai créé un style de rap, un cycle de rimes qui peuvent aller en 5 mesures. Ça n'existe pas. Pourquoi? Pour contrecarrer les gens qui voulaient tous rapper comme des métronomes? Non. J'avais envie de faire comme ça. Je l'ai fait comme ça. J'ai décidé de parler des sujets qui n'étaient pas traités. Parce que, en fait, j'avais envie d'écouter un peu de vérité dans tout ça. Non pas que les gens mentaient, mais je pense qu'une grande partie d'entre nous, on se censurait. Et à un moment donné, j'ai dit, en fait, j'aimerais écouter quelqu'un qui parle vrai tout le temps. Et qui se censure pas pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas blesser lui, pour ne pas blesser là, pour ne pas blesser là. Donc, pour rebondir par rapport à mon jeune frère, qui en reconnaît, qui te dit, tu m'as fréquenté aussi, tu sais comment je suis. Il n'y a pas de publicité à faire de ça parce qu'il y a, qu'est-ce que tu vas aller chercher sur Internet, sur ma gentillesse? C'est que il y a une industrie qui a besoin d'événements pour exister. C'est un moustique. Il faut du sang. Il vit pas sinon. Il faut que, oui, tiens, alors Despo, après l'avoir frustré, maintenant qu'il est en train de manger avec la fouine, le petit, lâche un peu. Combien de gens ont essayé de lui dire, ouais, mais Despo, lui aussi, il t'a fait faire un freestyle, mais pourquoi t'es pas dans son album? Pourquoi t'es... Tu connais ces trucs-là. Qu'est-ce que ça fait avec une personne qui découvre l'industrie? Qu'est-ce que ça fait avec une petite, je sais pas moi, une petite groupie qui est à côté de toi et qui dit je t'aime bien, mais je préfère Despo. Ça fait quoi dans la tête d'un artiste? Le bordel.
pleurer. Alors que bon, est-ce que ça fait partie du package ou pas? Pas pour des gens comme moi. Ça fait partie du package. Pourquoi? Parce que les gens qu'on fréquente sont beaucoup plus sensibles à ça que nous. Parce que comment expliquer que, man, vous me connaissez depuis 2006, on est en 2022. Je continue à sortir des albums. Je kiffe rapper. Qui m'entend en radio? Personne. Je continue de le faire. Je kiffe le faire. Je sors des albums, je me mets dans l'enceinte, je rappe avec mes frérots et tu vois, je me mets un point d'honneur à continuer à en faire mon gagne-pain. On a tous une part de folie dans notre avancée, dans nos vies à tous. Tu vois. Celui-là, je l'assume parce que je pense que, tu vois, les gens qui ont besoin de s'exprimer au nom des autres, je pense que c'est ton cas aussi, c'est des gens sensibles. Tu es sensible à la douleur des autres. C'est ça, en fait. Je pense. Et aujourd'hui, t'as de la rancœur le concernant? Fabrice? Ouais. J'ai jamais de la vie. Après, homme d'honneur, tout ça, nanani, le recul. Je lui ai envoyé un grand message. Bien. Il a répondu. Avec respect. Et je lui ai fait comprendre comment est-ce... Non, je lui ai donné mon avis sur ce que j'avais compris de ce que l'industrie avait tenté de faire de notre relation. Oh. Qu'est-ce que c'est, Fabrice? C'est un petit frère, j'écoute son son, je pète un câble. Je suis sur mon album, je dois être concentré sur mon album, c'est bonheur. Bien sûr. Je dis non, man, il est trop chaud. Faut l'emmener. Wesh. Comment tu... Et même, tu vois, même Cooks, par moment, il me reprochait un peu, tu vois, t'es concentré sur ton petit peu, là, il y a un album à faire, il y a un truc, t'es en train de réaliser une compile, un truc, je dis, man, je suis en train de concrétiser, certes, mon premier album solo et tout ce qui va avec, mais en fait, tu vois, c'est comme si, en fait, toute la partie, les jeunes freestylers, les jeunes machin, truc, ils mouraient au moment où ça s'officialisait. Et je rencontre le jeune à ce moment-là, tu sais, cette insouciance comme ça, il rappe des trucs de 7 minutes, bam, 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 il enchaîne comme ça, il est une énergie incroyable. Je dis, man, on dirait, waouh, au début, il a le mort, il a envoie des punchlines, il a truc. Tu vois, dans l'énergie, il avait son truc à lui. Hein. Ah, les gens, sûr. après, ils ont parlé des punchlines, mais selon moi, j'ai une approche de la punchline et FAB, il en a une autre. Hein. C'est de la punchline. Ouais, donc les gens peuvent comparer avec les tournures de phrases, etc. Mais chacun a sa vision de la chose. Et non, c'est... Avec le recul, bah ouais, c'est ça. Tu te dis, mec, t'as fait de la musique, peut-être parce que, en fait, j'étais là, j'ai dit, mec, tu niques tout. Je m'en fous, moi, qui aime quoi, ils aiment pas. Je fonce, je suis avec toi, viens avec moi. Ah, on y va. Et ouais, l'expression sur tous mes frères, d'ailleurs, parce que, tu vois, je pense que le titre, là où je me suis le plus exprimé, où j'ai laissé le plus mon cœur parler, c'est Homme d'honneur. Tu vois, c'est l'album qui est le plus personnel, qui est sorti de tout ce que j'appelle, moi, la masterisation. Ça veut dire qu'il y avait le côté un peu d'espo, politico, comment t'appelles ça, mystique, et compagnie. Et l'album... où je parle de la psychiatre, c'est l'album le plus personnel, où j'explique pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui peuvent arriver à qualifier un être de fou. Le vécu, l'enfance, les relations, les mensonges et les espoirs que tu mets sur les humains. Exact. On va y venir, Frangin. Mais tu vois, on est à peu près en 2009. Tu sais, il y avait des bruits de couloir, hein, qu'on entendait ici et là, savoir que Despo, il était pas bien. On entendait que Despo même venait d'être papa, jeune papa. Moi, je veux que tu nous racontes, si tu veux déjà, dans quelles circonstances, toi, t'as appris la nouvelle de ta paternité. Est-ce que ça a pas été un élément qui t'a totalement chamboulé, qui a chamboulé ton process, hein, même ta manière avec laquelle toi, tu voyais la vie? Parce que moi, j'ai cru comprendre que tu souhaitais même pas être papa, toi. Pour le respect que je dois à la maman et à ma fille, et à toute la famille, toute ma famille, du coup, c'est ma famille.
Bien sûr. Je dirais que ces décisions-là, ça appartient à moi, sa maman, et pour le respect de ce qu'est la vie privée de cette jeune femme. Je dirais que la vie et le laisser-aller sociétal peuvent diriger vers ça. C'est que ça me fait comprendre que moi ou mes fils devrions être à l'avenir beaucoup plus fermes avec la question sentimentale, parce que ça peut construire les familles. Un enfant à peine pubère, enfin un jeune homme à peine pubère peut être papa. Il suffit d'une connerie. Exact. Ça peut détruire une famille. Une fille aussi. Le mec, il a 13 ans, derrière la maison, se crède avec une petite... Ça détruit une famille. Ça donne envie à un papa de... Et... Je dirais pas que je voulais pas être papa. Hein. Je dirais que j'avais des ambitions d'être aussi lourd que le secteur A avec mes poteaux, tout niqué dans la zikmu. Et que, oui, j'ai d'excellentissimes exemples sur ce qui est l'élévation et la protection d'une famille. Donc, ouais, j'aurais préféré, comme beaucoup de gens, être dans les meilleures conditions pour mettre ce projet-là en marche. On n'a pas le contrôle de tout. On n'est pas le tout-puissant. On fait comme on peut. Et puis, je suis très fier d'avoir cette jeune femme qui a mon sang, qui me ressemble dans son comportement, qui peut me faire fermer ma gueule avec une punchline, que je baisse la tête. Et puis, sa maman, c'est sa maman. Bien. C'est la maman de ma fille. Et c'est quoi la nature de ta relation avec elle aujourd'hui? Déjà, elle a quel âge? C'est une jeune adolescente. Ok. Qui est ma fille, quoi. Et on s'aime à la folie, mec. C'est très beau, frère. On s'aime à la folie. Et je suis un papa qui... Comment t'expliquer ça? Je suis pas Pascal et à la maison et Despo ailleurs, c'est la même personne. Donc ça veut dire avec la même intransigeance. Tu vois ce que je veux dire? Avec le même refus de ce que je ne comprends pas. De ce que je juge être néfaste et destructeur pour pas mon élévation à moi, pour tu vois, l'élévation de tous. Je pense que tout est lié, moi. Je crois en l'effet papillon, moi. Bien. J'y crois. On la salue, la petite, alors. C'est très bien. Mes respects. Et Madame. voilà, toi, comme je te dis, je resitue, je recontextualise. On est en 2010, on apprend ton hospitalisation. C'était pourquoi, frère, précisément? Pourquoi? Parce que clairement, la dernière apparition publique, voilà, c'était... Skyrock, hein. Ouais. Planet Rap. Ouais. Et juste après, boum, pendant la sortie de l'album Conviction suicidaire, on entendait ici et là, voilà, Despo, il a été interné. J'ai rien compris, mec. Je me suis retrouvé hospitalisé, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Dans une des dernières créations que j'ai faites, je dis que les naïfs sont des enfants éloignés de la folie de ce monde. Les naïfs. Et mes parents ont bien fait le travail. Si j'avais découvert, excusez-moi, ce qu'était réellement le monde à 12-13 ans, je me serais peut-être donné la mort. Parce que ce que j'ai découvert, moi, en voulant être un porte-parole de gens qui souffraient, ça m'a fait péter un câble.
ce à quoi je m'exposais à vouloir défendre des gens qui étaient opprimés, discriminés, etc. Quand j'ai vu ça, et quand j'ai vu la désolidarisation de tout le monde, de l'entourage et de tous ceux qui étaient là que pour faire de l'argent, etc., mais, y compris la famille et compagnie, une grande partie, là tu craques. Quand tu vas dans les maisons de disques et que les gens rigolent, parce qu'ils savent que tu as été hospitalisé, les gens ils sourient, t'as pas de preuves, t'as rien. Tu vois, les gens vont dire, ouais, il est passé ici, il a fait son parano, il a fait... T'as rien dit. Comment te dire que j'ai ressenti ça comme étant, en fait, le désarmement d'un soldat. Il est fou, il est malade. Donc, son crédit, à quel niveau? 0? Au moins. Ou moins. Voire moins. J'étais en train de réaliser mon premier album solo. Le premier album solo, ça veut dire que quand je sors Conviction Suicidaire, pour moi, c'est pas les sirènes du charbon. Tu vois, quand Cynic sort son premier album, c'est pas sa mixtape en attendant l'album. Quand Tandem sort, c'est toujours pour ceux qui savent, c'est pas la mixtape tandématique modèle. Un premier album, pour les gens de notre génération, c'était quelque chose à prendre avec le plus grand des sérieux. Ça veut dire que moi, j'ai voulu faire ça comme j'étais. Vrai. On était vrai, ouais. Avec Coco, on était vrai. On a fait ça vrai, réel. On n'a pas menti. On n'a pas menti. Et on ne s'est pas volé, on n'a pas triché. Et pendant la promo, mec, je suis hospitalisé en ce moment. C'est quoi? C'est moi qui... Parce que les gens ils disent quoi? Ouais, c'est parce qu'il n'a pas vendu. J'étais très, très content de ce qui avait été débité. C'est pas vrai, ça. C'est faux. J'étais content parce que je savais qu'il n'y avait pas de single dans cet album. Et que je rappais des trucs durs, mec. Et réussir à faire ça dans une semaine qui n'était pas facile, hein, la première semaine. Quand les gens commençaient à s'intéresser à qui avait fait combien la première semaine. C'était une grosse semaine. Il y avait des gros vendeurs. Et je rentrerai pas dans les chiffres, les détails. Les gens peuvent le savoir, d'ailleurs. Parce que il y a plein de personnes qui ont travaillé sur ces projets-là. Ce n'est pas ma simple gloire à moi ou mon simple échec. D'ailleurs, pour moi, c'est pas un échec parce que mon message a été délivré. Il devait être délivré comment? Dans un support audio, un CD et qui doit être vendu à un maximum. Non, le message a été délivré parce qu'il y a eu et il y aura toujours des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter, qui doivent toujours avoir accès à la musique. Et qui doit être, qui restera un moyen de diffusion des idées qui devra continuer à exister, selon moi. Mais tu vois, généralement, les hospitalisations sont demandées par un tiers, à savoir la famille ou par décision de justice. Dans ton cas, c'était quoi? Moi, j'ai vécu les 3 hospitalisations, les modes d'hospitalisation. J'ai vécu le premier, c'était par demande d'un tiers. Et hospitalisation par demande, ça s'appelle HDT. Hospitalisation, demande tiers. Famille, femme, épouse, concubine, frère, patron, collaborateur, bref, demande d'un tiers qui a une légitimité de dire si tu as la raison ou pas. Je l'ai vécu comme une grande injustice, mec. Au moment où j'étais en train de concrétiser quelque chose que j'ai travaillé depuis très très longtemps. On m'a enlevé mon crédit, en fait. Je pète les plombs, pourquoi, moi? C'est pour aussi. Je pétais les plombs pour avoir fait moins de 10 000 ventes première semaine. Je sais qui est-ce qu'il y a dans l'album. On n'a pas de single. J'en ai pas fait, pas parce que je crache sur l'industrie musicale, mais parce que, je fais pas danser les gens, moi. C'est pas pour moi. Je respecte ceux qui arrivent à le faire. Je sais pas, Madonna, elle fait mieux que moi. Moi, j'ai une autre manière de rapporter mon truc. Et je pense qu'il y avait de la place pour Section d'Assaut. Salif. Jarod. Despo.
il y a de la place. Pourquoi vouloir uniformiser le message? Chacun a sa manière de vouloir le faire passer. Je pense que c'est excellentissime ce qu'ils ont fait, Section d'Assaut, d'avoir réussi à faire comprendre que les jeunes de cité, des Noirs et des Arabes, c'était pas que des sauvages et qu'ils savaient aussi dire merci, pardon maman, merci les enfants, pas de gros mots, pas de trucs. C'était important, tu vois. Et je pense par contre, oui, que des mecs comme Nesbill, des mecs comme Despo, des mecs comme La Rumeur, c'est pas fait pour des jeunes enfants qui découvrent le rap. C'est fait pour des gens qui ont besoin de continuer à écouter des gens qui ont des choses à dire pendant leur évolution et qu'on aime tous Michael Jackson et qu'on aime tous... Mais on a besoin de ça. Le rap, pour nous, c'est ça. Tu vois, on a besoin d'avoir de la musique avec un combat. Et quand on écoute Michael Jackson, il y a un combat aussi. Mais le rap, voilà, c'est l'essence même de ce que c'est, en fait. Se battre plus que contre quelque chose, pour quelque chose. Bien sûr. Et tu vois, dans tout ça, parce que, voilà, nous, on te voyait à travers même des vidéos, justement, après tes hospitalisations, on te sentait bien marqué, on savait même que tu étais sous traitement, etc. Comment la famille et les amis, je parle du cercle restreint, ressentaient ça, ces tentatives d'humiliation. Parfois, on voyait des vidéos de toi, des scènes de toi sur Paris, en état d'ébriété, où tu n'étais pas forcément bien. Moi-même, on avait mal quand on regardait les images. Il n'y a jamais eu ça. Hein. Moi-même, j'ai pu voir des images. En état d'ébriété? Je sais pas si Vous c'est état d'ébriété. avec quelqu'un dehors? Je sais plus, frère. Mais quoi qu'il en soit, t'étais pas au summum de ta forme. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je suis pas d'accord du tout. D'accord, dis-moi. Parce qu'au moment où ces vidéos-là ont apparu, c'est le moment où j'allais le mieux. Oh. Ah ouais. Et c'est le moment où j'ai commencé à voir encore autre chose. Ça veut dire que c'est pas des gens qui veulent m'envoyer en HP. C'est des gens qui veulent me faire passer pour un ouf parce que je vais bien maintenant. Je vais bien, mec. Je vais bien, mec. À ce moment-là, la vidéo, j'ai le costume, je suis en train de manger des amandes. Ça coûte cher, les amandes. Il faut pouvoir se les payer. J'ai un beau costume, je suis bien habillé. Je suis pas en train de manger mon caca dehors. Non. J'habite, tu vois, j'habite dans le 10e. Je paye un appartement à $1000 par mensuel. Je suis signé par personne. Et je vends pas de drogue non plus. Je me débrouille, mec. Je suis bien. Tranquille. Je suis bien. Les mecs, ils ont besoin de m'arrêter dehors et de me demander pourquoi est-ce que j'ai ce que j'ai sur la tête d'une manière irrespectueuse avec un téléphone en train de filmer les gens. Il a fallu que, à plusieurs reprises, je m'explique en disant que c'était lui qui m'agressait et pas l'inverse. Et que c'était lui qui était malveillant et pas l'inverse. Ça veut dire que tu vois quelqu'un et t'es plus jeune que moi. Tu dégaines ton téléphone, tu commences à filmer quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? J'ai pas de maman, j'ai pas une fille. Des oncles, des frères, des sœurs. Quel intérêt? Oh non, truc, machin, nanani, il filme, il raconte sa vie. Et bien sûr, toujours avec 2-3 potes. Hein. Tu vois, les jeunes d'aujourd'hui, tu vois. Et j'ai répondu comme j'ai répondu. J'allais pas bien. Je lui ai dit ce qu'il en était. Il n'a pas piétiné d'espoir avec sa caméra et son téléphone et ses 2 potes. Je lui ai dit ce qu'il en était. Quand tu veux essayer pour je suis le fils de quelqu'un. Je suis le père de quelqu'un. Bien sûr. Le frère, le neveu de quelqu'un. Comment tu mets ça sur Internet? T'as un problème avec moi? On se voit. Hein. Pourquoi tu mets ça sur Internet? Ça veut dire que le mec, il a pas filmé, ouais, Despo, il va pas bien. Il est allé chez lui sur YouTube, il a uploadé. C'est un travail, mec! C'est un boulot, mec! C'est pas tout le monde qui sait faire ça. Ce que toi et moi on fait là, réussir à mettre un morceau, une vidéo, truc, machin sur YouTube, c'est un boulot ça, mec. Qui a fait ça? Un simple mec qui n'était pas d'accord qu'on ait eu un échange musclé? Pourquoi est-ce qu'il a eu lieu? Je mangeais des amandes et je marchais tout seul.
Je parlais à personne. J'allais très bien. J'étais pas plus fou qu'aujourd'hui. Et j'étais en colère, ouais. Et j'ai signifié à cet homme-là, comme à d'autres, que, en fait, le game, il avait changé. C'est pas, il est fou, on va venir dans vos foyers, il va envoyer lui, et là, non, le game, il a changé. Et tu fais bien d'en parler parce que clairement, encore une fois, c'est vrai qu'avec Internet, etc., on se doit d'être vigilant parce qu'on n'a pas tout le temps comment dire, l'histoire dans son entièreté. Il y a des gens qui ont publié des trucs, j'étais dans le métro. Une photo de moi dans le métro. Bon, faut apprendre à vivre sa vocation, sa conviction avec les moyens d'aujourd'hui. On n'avait pas toute... On n'avait pas ça, nous, à l'époque. Et l'information même concernant... Ah. On n'avait pas toutes les informations, à savoir, nous, on nous jetait en pâture quelques passages, quelques bribes où on te voyait t'énerver, on comprenait pas, tout en sachant que auparavant on était au courant de des hospitalisations, etc. On se disait que, oulala, Despo en ce moment, il est dans le dur. C'est-à-dire, je pense que pour l'intérêt d'une certaine forme de mystification, il fallait que ce Renoir que je suis soit décrédibilisé. J'avais le tampon psychiatrie. Et psychiatrie, ça veut dire quoi pour les hommes qui n'ont pas l'élévation pour comprendre comment s'adresser à eux? Ça veut dire fou. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas la raison. Exactement. Ça veut dire quelqu'un dont les discours est rejeté par tous parce qu'il n'a pas la raison et qu'il n'est pas pris au sérieux. Qu'est-ce qu'il a fait, le gars, là? Despo qui crie, qui parle de trucs, de machin, nanana. On ne trouvera pas dans les détails. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Une décrédibilisation. Parce que si c'est entre toi et moi, ça va. Tu rentres chez toi, tu branches ton téléphone dans le truc, tu décharges dans l'ordinateur. À l'époque, je pense que c'est ce qu'il a fait. Tu mets sur YouTube, tu mets un titre, tu pètes un câble à la veille de son album, tu publies ça. Pour faire quoi? Du bien à qui? À moi? Ma maman? Ma fille? Les gens qui m'aiment bien et qui sont contents de me voir debout de nouveau? Pas les gens qui étaient contents quand j'étais HS. Et tu fais bien d'en parler. Tu sais, moi, je vais parler de cette vulnérabilité, du moins quand tu étais hospitalisé, au moins. Quand tu sortais, par moment, ton honneur était bafoué. Je m'explique. Tu sais, moi, je regardais tes lives et tu racontais une anecdote qui t'avait interpellé. Tu disais que t'étais en train de jouer au basket avec ton neveu et même lui t'avait manqué de respect. Je sais pas, t'es toi qui as une bonne mémoire, je sais que tu t'en souviens. Écoute. Mais, ouais, dis-moi. Écoute, mon frérot, ça veut dire que c'est pour ça que c'est très important la question de la communication, parce que les gens qui m'insultaient sur les réseaux sociaux parlaient à tout le monde. À tous les gens qui étaient intéressés par ce que je faisais. Tout mon sang. Mes neveux, ma fille, oui. Vous voyez ça, ce que les gens y postent. Et pas que moi. Tous ceux qui font de la musique. Je pense qu'une des grandes choses qui m'ont fait bugger, c'est que j'ai compris que les commentaires sur Internet étaient généralement déclenchés par les gens qui produisaient l'artiste ou des gens qui étaient dans l'entourage. Et les publications, et les heures de publication, et les commentaires. Et donc tout ça, ça a une influence même sur le regard que la famille avait sur toi? Ça a une influence sur tout le monde. Sur l'artiste, sur la perception des gens. Tu vois, j'ai remarqué ça au moment où on jugeait tous les gens de se diriger tous vers le single sur un artiste qu'on veut ou on est en train de découvrir. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, nous-mêmes, on avait ce réflexe-là. Quand on te parle d'un artiste, tu vas pas cliquer sur le morceau qui a le moins de vues pour découvrir ce qu'il fait. Tu vas généralement vers ce qui a un peu fait bouger le truc, avant de rentrer dans une découverte un peu plus profonde après. Et si les gens peuvent gonfler des vues, c'est qu'ils peuvent aussi en bloquer.
Bah, je sais pas, tu vois, par déduction simple, bête et méchante, quoi. Tu peux doper des vues. Tu peux acheter des vues. Ça existe. Il y a des rappeurs européens, pour être respectueux envers les rappeurs français contre qui je n'ai rien, mais juste, tu vois, il y a une mystification, ça va pas. Tu vois, ils ont sorti un single il y a 2 semaines, il y a déjà plus de vues que Michael Jackson ou Remember the Time. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est pas une attaque. C'est que pour vendre, il faut vanter et faire du trafic d'influence, soit mentir. Et du coup, bah, c'est tout le contraire de ce que moi et bien des gens qui ont fait du rap parce que c'était vrai sommes. Et t'es persuadé que certains commentaires néfastes provenaient des gens de l'industrie? Je suis persuadé qu'en fait, la possibilité est pour tout le monde de pouvoir dire tout et tout le monde sur tout le monde est un problème. La communication des acteurs du rap, bah, c'est pas les rappeurs qui la décident. C'est pas les rappeurs qui la dessinent. C'est des gens qui ont un intérêt à faire passer le rap ou le bouquet, ou à faire passer plus lui, qui décide de la communication de ce que doit être le rap. Qui fait croire quoi à qui? Avec quels moyens? Moi, j'ai les moyens de faire croire des choses aux gens. En gros, ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, il disait ça, notre cher grand frère Socrate. Il disait, faire du rap hardcore, c'est toute une manière de penser. C'est pas pour faire peur aux enfants et faire les beaux devant les policiers, c'est que le rap, c'est radical. C'est pas de la négociation, le rap, c'est un non. N-O-N. Et nous sommes des enfants de quelqu'un. On vient pas de nulle part. On a des convictions, on a un peuple, on a des peuples. Hein. On est quelqu'un, les enfants les Africains. On est quelqu'un. Eh ben, c'est bien que tu clarifies la situation, mon frangin Despo, c'est très bien. Et tu vois, pour conclure la page sur la santé, voilà, quand tu es sorti d'hospitalisation, est-ce que tu as reçu des subventions même de l'État, de la MDPH, tu vois? Est-ce que tu as reçu une AAH pour l'allocation adulte handicapé, tu vois, pour essayer justement de te réinsérer? Un psychiatre me l'a refusé. Ok. Pour quelle raison? Elle m'a dit que j'en avais pas besoin. Ok. Elle m'a dit que j'en avais pas besoin. D'accord. Et mon psychiatre m'a sorti de là aussi. C'est que pas. Et on t'a tendu la perche quand t'es sorti. Tu sais, moi, encore une fois, j'ai pris quelques bribes, quelques informations. Voilà, tu sais, il y a des gens qui se souciaient de ton bien-être. Merci, hein. Tu sais, moi, je me souviens même à travers tes lives, je voyais des gens qui étaient à l'école avec toi même. Kadiatou. Ma sœur, ouais. Voilà, exactement. C'est Tu vois, je me souviens de quelques noms, etc., qui se souciaient vraiment. Ils voulaient savoir comment tu allais. Et moi, je veux que tu nous parles justement de ces personnes-là qui se sont mobilisées pour toi. Ce qui est triste, en fait, c'est que ces personnes-là, en fait, ce qui est triste, c'est que ce que je suis, ce que je vis, arrive à leurs oreilles par l'intermédiaire de réseaux sociaux et de gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Tu vois ? C'est que, bon, ben, moi, je me portais très bien, moi. Tu vois, je faisais des lives Facebook, les gens, ils s'inquiétaient de savoir si j'allais bien ou pas bien. Je crois que c'est toute cette période-là, quand j'ai commencé à faire des lives, j'ai jamais été aussi en paix. J'ai rien fait pour plaire aux gens. Je crois que tout témoigne pour cette version des choses. Et surtout, je suis quelqu'un humble, je fais ma vie. J'ai ma perception de ce pourquoi je dois exister, ce pourquoi je dois respirer, ce pourquoi je dois rapper, ce pourquoi je dois être. Et je remercie le ciel de me donner une souveraineté de pensée. Que ce soit les commentaires, que ce soit
la perception des gens par rapport à ce qu'ils préféraient avant ou pas avant, ça c'est un peu... tout le monde a le droit de voter, quoi. Bien sûr. Tu vois. Et les votes, et les votes différents de ceux qu'on attend doivent être respectés. Donc s'il y a des gens qui pensent qu'il y a des rappeurs beaucoup plus intelligents que moi, beaucoup moins fous, beaucoup moins attraits à la psychiatrie ou pas, c'est la vie de tout un chacun. Moi, j'ai voué ma vie à me battre pour, plus que contre. D'accord. Et bah, tu auras des contres des fois, quoi. Tu auras des contres, des gens qui comprennent pas pourquoi. Ouais, mais tu devrais. Tu connais ce truc-là? Bien sûr. Ouais, mais pourquoi tu n'essaies pas de... Tu devrais... Soucie-toi de savoir si moi, je vis bien. Comment je fais la chose. Pense à moi. Pourquoi tu me dis Despo, il est fou, il est truc machin? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais là? Le psychiatre qui me dit ce que je lui dis, ça n'existe pas. Est-ce que tu étais là dans la pièce avec moi? Qu'est-ce qui te prend de me dire que c'est vrai, c'est pas vrai? Tiens, un cacheton, un truc. Est-ce que tu étais là? J'ai pas envie de jeter la pierre à cette institution qui est la psychiatrie, mais c'est des questions que j'ai posées à mes psychiatres, ça. Vous me dites que je suis malade et que quand je vous dis que ma compagne est en train de s'envoyer en l'air tout mon entourage et que vous me dites c'est pas possible, ça n'existe pas, je dis est-ce que tu étais là? Est-ce que tu peux garantir que c'est pas une fille aux mœurs ultra légères? Ça n'existe pas en France? Il y en a ou pas? Des filles qui demandent qu'il y ait plusieurs garçons avec elles, tout ça, nanani, et qui peuvent aller plus loin que ça encore. C'était comme automatique. Ça n'existe pas, monsieur. Personne ne vous regarde de travers, personne ne vous suit, personne ne vous truc, personne ne vous machin. Vous êtes tous fous, venez ici, piqûre, cache-ton. Et si vous voulez pas, ah tiens, la police, et la famille signe un papier, vous allez là-bas. J'ai pas envie de me plaindre, mais en psychiatrie, on n'a pas le droit à un baveux. Hein. Tu peux te faire attacher, molester pendant 2-3 semaines, même 6 semaines, si bon leur semble. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Ça m'est arrivé d'être attaché pieds-mains pendant 24 heures. Je vais pas dire pourquoi, comment ni quoi. Je pense qu'il fallait peut-être diminuer mon impact. C'était un moment où j'étais très attendu. Hein. Où les gens avaient envie de savoir ce que je disais. T'entends inenregistrable, t'entends destination finale. Bah, c'est arrêté, mec. Parce que je l'ai fait avec conviction. Je l'ai fait avec le cœur, je l'ai fait avec ce pourquoi j'ai commencé ça, en fait. Le rap, c'est que l'altruisme, mec. Et comment tu te bagarres chaque jour Je pour me gagner bats. ton pain? Je lève la tête vers le ciel, je lui ai dit, j'ai besoin d'un coup de main. Et puis surtout, il m'a donné des savoir-faire. Je sais modeler de l'argile, des trucs. Je peux fabriquer pas mal de choses. Et surtout, ce qu'il en est, je pense, il m'a surtout donné la possibilité de m'exprimer. Écrire, chanter, parler. Quoi d'autre? Je suis incapable, d'être un ouvrier, un employé raisonnable qui travaille 10 ans, 15 ans. Il n'y a pas de sous-métier. Je trouve, je dis bien incapable. Je n'ai pas dit que je fais de la musique, que je suis supérieur à cela. Je suis incapable. C'est pas pour moi. Il y a des gens qui ont plus de hauteur pour réussir à passer au-delà ou à travers le côté de j'ai un patron et mon orgueil et moi et truc et machin. Moi, c'est pas que je veux ou je veux pas, c'est que j'y suis pour rien. J'ai été créé en fait pour me battre pour nous tous. Pour, pas contre. En fait. C'est là où après, Despo, c'est un méchant. Parce que pour. Si pour les gens c'est contre,
Après. Et les projets futurs dans tout ça, mon frère? Les projets futurs, bah, je continue ma petite vie d'artiste, artisan. J'ai mon site internet. Il y a des albums des fois qui arrivent en streaming. Et la suite, j'ai travaillé depuis une pige sur des chaufferies en argile. Pas en argile, au début c'était en aluminium et tout. J'ai voulu changer un peu de vie. Je suis allé en province. J'ai à un moment donné été en mode nomade, hein, quasiment. Ça veut dire avec un van et tout. Oh. Et j'ai kiffé ça, tu vois, le côté vroom, tu changes d'endroit et c'est un autre mode de vie parce que bah, t'as rien à laisser à EDF, t'as rien à truc, à machin, t'es pas sédentaire, il n'y a pas de voisins qui regardent tes enfants monter, qui écoutent aux portes, qui truc, la gardienne, le machin, truc. Il y a, sans vouloir juger les sédentaires, mais il y avait plein de trucs qui m'intéressaient là-dedans. Et bah, à un moment donné, je suis tombé sur la question de l'hiver, quoi. Tu vois, l'hiver, t'as beau avoir de l'essence dans la voiture, si tu laisses allumer toute la nuit, bah, le matin, tu te réveilles, t'as pas de batterie. Donc, j'ai réfléchi à comment me chauffer. J'ai appris en regardant pas mal de tutoriels, en apprenant de gens qui sont passés par là aussi, que bah, l'huile d'olive était l'huile qui chauffait le mieux. J'ai appris aussi que, bah, tu vois, les pots de fleurs, là, en argile, là, ça pouvait chauffer une pièce. Si tu mettais une bougie chauffe-plat dedans. Tu retournes comme ça, il y a un petit trou dedans, là, tu vois, quand il est comme ça, pour que quand tu arroses la plante, ça puisse sortir en dessous. Tu la retournes, tu mets des bougies chauffe-plat dedans, ça te chauffe une pièce de 15-20 mètres carrés. Et j'ai appris ça, j'étais en province, j'ai voulu me mettre un peu en danger, tu vois. J'ai appris ça et j'ai fini par développer le truc, comment faire une chauffe avec de l'huile d'olive, du sopalin et une allumette ou un briquet. Et donc, j'ai réussi à pousser ce délire-là un peu et à travailler des chaufferies comme ça. Il y a des gens qui faisaient ça au placard. Tu vois, des chaufferies avec un peu de feu et des trucs, une canette, quelque chose, une débrouille pour faire de la viande, faire quelque chose, pour améliorer leur quotidien. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai réussi à m'éclairer, à me chauffer et à manger chaud et à chauffer de l'eau. Et c'est le projet je ne veux pas dire qu'il me tient le plus à cœur, mais ça serait le petit truc qui pourrait faire dire à maman, tu vois, c'est pas que la musique. Tu vois, j'ai travaillé dans l'énergie et j'utilise ce mode de chaufferie depuis 1 an. Je vis comme ça, mec. Une vie de marginal. C'est une suite logique pour moi, cette création-là, de ces chaufferies-là dont je te parle. Parce que c'est une suite, tu vois, c'est une suite logique de ce que je suis, de ce que j'ai, de ce pourquoi je me suis battu. L'indépendance. Plus grandement, la liberté. Le droit d'être libre. Mon frérot Despo, Monsieur. merci infiniment, C'est moi qui sincèrement frérot, Merci. pour ces belles paroles, Merci. ces conseils de t'être livré comme tu l'as fait, franchement, Merci. ce n'est pas un exercice facile, Merci. tu l'as fait avec le cœur Merci. et Merci, Charman. merci frère. Merci. Voilà, et si tu me connais, tu sais que je Je sais que c'est sincère. suis touché frère. Je sais que c'est sincère et si tu regardes bien, j'ai refusé beaucoup d'entrevues. Parce que pour moi, ça, plus que pour être quelque chose qui fait parler, c'est quelque chose qui est utile. Et on en a déjà parlé de cette entrevue il y a quelques mois de cela. Il fallait trouver le moyen de pouvoir nous accorder, parce qu'on s'est déjà entendu fut un temps sur d'autres collaborations. Exact. Et là, il fallait que ce média extraordinaire que tu as développé Merci frère. puisse permettre à des gens comme moi qui suis complètement fermé à l'échange par rapport à tout ce que je t'ai expliqué, de la prudence que je dois avoir, pas vis-à-vis de toi, en qui j'ai confiance, mais vis-à-vis de gens qui peuvent réagir après cette entrevue, qui peuvent poser des commentaires, qui vont créer des facteurs de division. Alors que
Un altruiste, bah, c'est un fédérateur. Et il n'est pas riche parce qu'il est fédérateur. Et c'est ce que des gens comme moi, on doit être. Donc, en fait, moi, les gens qui pleurent, enfin, pas qui pleurent, mais qui me disent, oh, t'aurais dû. Je dis, mais en fait, ça devait pas être ça. Comment t'imagines un Desporuti vendre 70 000 albums première semaine avec ce qu'il rappe? Soyons un peu sérieux. Tu vois, il fallait prendre Despo, il faut toujours prendre Despo comme étant l'équivalent d'une radio indépendante, comme ça. C'est tout. Et ça rapportera ce que ça doit rapporter. Il n'y a pas... Les gens ouais, t'aurais dû, t'aurais pu. Je dis, mec, arrête de regarder mes poches. Tu vois, moi, je sais, moi, ce que j'ai décidé pour mes poches. Je regarde mes poches. Moi, je regarde pas comment tu aurais pu prendre cette année, l'année dernière, si tu n'avais pas la même femme et pas les mêmes chaussettes. Tu vois? Bien sûr. Je suis un frère qui a voué sa vie à ce à quoi il avait envie de l'avouer. Défendre des causes qui jugent étant nobles. C'est comme ça. Comme ça que je résumerais ça, et puis bon, chacun a sa perception de la chose. Très bien, frérot. Très bien. En tout cas, je réitère mes propos, frangin. Mes respects, monsieur. Plein de bonnes choses. Mes respects. Sincèrement. Merci, frérot. Mes respects pour toi, ce média, les gens qui t'entourent et tous les artistes qui ont été invités. Parce qu'ils ont tous contribué à notre respectabilité à tous. C'est énorme et Totalement. tu dois être loué et remercié pour ça. Merci, mon Avec frère. mon respect, mon frère. Merci, mon frère. C'était le tiers qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon homeboy, mon frangin, Desporuti, pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace! We hustle, baby.